Je vous laisse finir de vous installer. Merci avant tout pour votre présence. Madame, messieurs, je faisais une petite remarque sur la parité de cette table ronde, évidemment qui n'est pas parfaite, semble-t-il. Merci doublement, Madame Rousset, Nathalie Rousset, présidente de la commission territoriale Allier Loire-Amont. Et nous sommes sur vos terres, en quelque sorte. Merci pour votre présence. Monsieur Thierry Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne, par ailleurs vice-président de la région Bretagne. Je voudrais excuser au passage monsieur Didier Laville, pour ceux qui le connaissent, qui est maire d'Aulnat et vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, en charge de tout ce qui concerne l'eau sur son territoire, et qui malheureusement a dû s'excuser, qui ne pourra pas être parmi nous. Monsieur Daniel Fréchet, également élu premier vice-président de Rouennais-Aglo, délégué au cycle de l'eau et au milieu naturel, président du syndicat Rouennaise de l'eau et président de la Clé Loire en Rhône-Alpes et également de l'établissement public Loire. Et enfin, parmi les élus, M. Christian Chiteau, qui est 5e vice-président du conseil départemental de l'Allier, en charge du numérique, du développement durable, de l'environnement, des ressources naturelles et du cadre de vie. Merci, Madame, Messieurs, pour votre présence encore une fois. Vous êtes accompagnés par M. Martin Guton, directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, M. Régis Ten, qui est chef du département du cycle de l'eau à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, M. Bruno Pellardi, chargé du développement territorial à la Caisse des dépôts Auvergne-Rhône-Alpes, en charge entre autres du secteur de l'Allier, et enfin M. Francis Bertrand, qui est directeur du pôle DREAM Eau et Milieu, durabilité de la ressource en eau associée au milieu. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, évidemment, préciser les uns et les autres vos missions, fonctions et qualités, si vous le souhaitez, lors de vos interventions. Alors, parmi les différentes sources de financement des projets et investissements des collectivités, dois-je rappeler l'importance et la place de l'Agence de l'eau, qui est ici représentée par son président et le président du bassin concerné et son directeur, pour accompagner et financer les actions prioritaires pour la qualité de l'eau définies dans son programme d'intervention, sur lequel nous reviendrons, puisque l'année 2019 est marquée justement par le lancement de son 11e programme, qui va mobiliser près de 2,3 milliards d'euros entre 2019 et 2024 pour soutenir les investissements et les programmes d'action, tous aussi nécessaires les uns que les autres pour répondre aux enjeux du bassin Loire-Bretagne. Alors cette table ronde sera un moment privilégié pour échanger plus largement autour des différents moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d'une gestion équilibrée et durable des ressources en eau. Ce sont autant de sujets qui ont été évoqués à travers les différentes conférences qui ont eu lieu depuis ce matin et auxquelles j'ai eu le plaisir de participer, que j'ai contribué à animer en présence de certains ou certaines d'entre vous qui étaient déjà parmi nous depuis ce matin. Alors sans plus tarder, je voudrais avant toute chose vous proposer de faire ensemble une sorte de premier inventaire, une sorte d'état des lieux concernant les principaux financements existants, dont bien sûr quelques mots sur le 11e programme de l'agence, mais plus largement un tour d'horizon sur les différentes sources de financement disponibles auxquelles, Madame, Messieurs les élus, vous pouvez faire appel. J'interrogerai donc également les autres contributeurs potentiels, notamment le concours bancaire, en la personne notamment de M. Pellardi, représentant la Banque des Territoires, dans les projets en particulier à long et très long terme. Alors M. Guton, si vous le permettez, je vais faire appel aux techniciens que vous êtes pour commencer sur les aspects qui nous intéressent pour ce qui concerne le 11e programme qui commence. En matière de priorité de financement dans le cadre de ce 11e programme, évidemment, je vous laisserai nous préciser ce qu'elles sont. Vous nous direz en quoi le programme répond aux problématiques spécifiques des territoires ruraux. Et je vous demanderai également, au passage, ça fait 3 questions en une peut-être, de nous évoquer en quoi cela peut constituer un outil de solidarité amont-aval, puisque nous sommes ici justement presque à une intersection d'un certain nombre de problématiques très différentes, comme on le sait, pour les territoires de l'amont comparés à ceux de l'aval et réciproquement. Je vous laisse commencer cet état des lieux dont je parlais il y a quelques minutes, Monsieur Guton. Merci, Monsieur Catteau. Bonjour à toutes et à tous. En me réjouissant d'être ici à Vichy, à l'amont du bassin Loire-Bretagne, pour ce salon cyclo. Certains d'entre vous sont habitués à venir à Rennes au carrefour des gestions locales de l'eau. Et l'Agence de l'eau est très heureuse de pouvoir accompagner ici un événement qui permet aussi aux collectivités, aux élus, aux techniciens de se retrouver sur ces sujets
très technique et essentiel. Sur la question des financements, les agences de l'eau restent, globalement, je vais essayer d'élargir et de ne pas me limiter à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, puisqu'il peut y avoir ici des acteurs de territoires voisins. Mais globalement, les agences de l'eau restent les premiers financeurs du domaine de l'eau, de l'ensemble du cycle de l'eau. Et c'est au total, les chiffres sont assez faciles à retenir, puisque le chiffre annuel pour l'ensemble des agences de l'eau, c'est à peu de choses près le montant total du programme d'intervention de l'agence de l'eau sur 6 ans, puisqu'on est 6 agences et l'agence de l'eau Loire-Bretagne est une agence moyenne, mais c'est très noble d'être une agence moyenne, et représente 1/6 des agences de l'eau. Donc c'est plus de 2 milliards d'euros, 2 milliards 105 millions qui sont consacrés par les agences de l'eau donc à cette question de l'eau dans son ensemble. Donc c'est des montants qui restent extrêmement importants, même si aujourd'hui ils ont été un petit peu écrêtés ou plafonnés en matière de ressources. Ça reste une capacité d'intervention essentielle. La grande priorité des programmes d'intervention des agences de l'eau, c'est de nous permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés au niveau communautaire et national, au niveau du bassin d'ailleurs, par les comités de bassin, c'est d'atteindre les objectifs d'atteinte du bon état de nos cours d'eau et de nos nappes phréatiques. Donc le grand fil conducteur du 11e programme, peut-être plus que par le passé, c'est cette amélioration de la qualité de l'eau. Et je crois que l'actualité nous montre que c'est un combat qui n'est pas encore atteint, puisque finalement, d'une certaine façon, les évolutions climatiques rapides viennent effacer une partie des efforts qui ont été faits par l'ensemble des acteurs de l'eau, qui sont d'ailleurs aujourd'hui ici présents à Vichy. Et puis on a voulu également, après partage en comité de bassin, ce n'est pas forcément toujours facile, répondre à cette priorité de solidarité avec les territoires les plus ruraux du bassin Loire-Bretagne. Et donc, après des échanges, parce qu'il y a des territoires tous les territoires se sentent un peu défavorisés finalement quand on doit faire des partages. Et donc le choix qui a été fait par le comité de bassin et le conseil d'administration de l'agence de l'eau, c'est de faire un effort particulier pour les zones de revitalisation rurale, de s'appuyer sur ce zonage national qui représente plus de la moitié du bassin Loire-Bretagne, 20% de la population du bassin, donc c'est des chiffres assez simples et qui permettent de faire un effort majoré sur ces territoires. On pourra y revenir au cours du débat, à la fois majoré sur certains sujets et puis tout simplement certains dispositifs n'existent plus que sur les zones de revitalisation rurale, c'est-à-dire qu'on est parti du principe que les autres territoires plus favorisés avaient les moyens de financer ces équipements et qu'il fallait qu'on accompagne les collectivités en zone de revitalisation rurale qui sont évidemment beaucoup plus nombreuses à l'amont du bassin Loire-Bretagne et en particulier ici. Voilà globalement les deux priorités qui m'apparaissent vraiment importantes de mettre en place. Et puis je vais en rajouter peut-être une petite, mais qui est peut-être la plus difficile à accompagner. C'est qu'on souhaite aussi, mais là il y a des élus autour de moi qui le rediront, qui pourront d'ailleurs mettre en avant aussi des exemples réussis de structuration. Il faut qu'on puisse améliorer la structuration des compétences dans le domaine de l'eau, à la fois la gestion des milieux, prévention des inondations. Alors la loi MAPTAM l'a déjà fait avec la GEMAPI, et puis l'eau potable et l'assainissement, parce que nous sommes convaincus que c'est grâce à une structuration suffisante qu'on peut porter des programmes pluriannuels d'investissement qui permettent de faire face aux urgences qui sont celles d'aujourd'hui et tout simplement aux services publics attendus par nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur Guton, pour ce décor que vous venez de nous planter, puis ces rappels sur vos missions. La destination de vos financements, nous y reviendrons, j'imagine, à travers justement les exemples que pourront nous proposer les élus. Autre contribution à ces financements, c'est le concours de la Banque des Territoires. Je vais donc demander à Monsieur Pellardi de nous en dire quelques mots avant de nous tourner vers les élus, justement, pour qu'ils complètent peut-être ce tour d'horizon en nous faisant part dans un instant de quelques exemples, de nous évoquer quelques projets qui sont financés et comment, et avec quel concours et quelle contribution. Merci. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, la Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts. Donc c'est bien de le rappeler parce qu'encore, on n'a pas en tête que cette entité de Banque des Territoires est au service des territoires et pas seulement en ce qui concerne le financement pour l'eau. Je veux rappeler simplement que la Caisse des dépôts mobilise 20 milliards sur tout un tas de thématiques,
que ce soit la réhabilitation des logements, l'éducation ou la mobilité, et l'eau bien évidemment, sujet pour lequel on mobilise 2 milliards sur l'ensemble du territoire national. Comment on finance? Alors simplement, aujourd'hui, on a une spécificité. Comme vous le savez, la Banque des territoires, c'est une entité publique qui a vocation à accompagner les territoires et sur le long terme. C'est pour ça que notre offre, elle est spécifique. Elle est spécifique en cela qu'aujourd'hui, ce type d'investissement qui est une charge lourde, on l'a rappelé et on le voit, une charge lourde pour les collectivités, moins lourde pour les grosses collectivités, mais beaucoup plus pour les collectivités rurales, doit être amorti sur une certaine durée. Et c'est pour ça que la spécificité aujourd'hui des financements de la Banque des territoires est de financer de 25 à 60 ans. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'on peut trouver des financements très, très peu chers à très court terme. Ça ne va pas forcément dans l'intérêt de l'ensemble de ces collectivités. Donc la Banque des territoires a souhaité se positionner avec cette enveloppe de 2 milliards pour accompagner ces collectivités et leurs investissements. Alors concrètement, sur quel type d'investissement? Déjà pour nous laisser entrevoir, avant de le préciser à travers la parole des élus, quels types d'investissements sont éligibles et comment dirais-je, qu'on pourrait rattacher à ce type de financement à très long terme? Alors tout d'abord, quel type de collectivité? Notre offre peut s'adresser aux communes, bien évidemment, aux EPCI, aux syndicats, mais également peut nous permettre de financer certaines entreprises privées dans le cadre de délégations de services publics ou de PPP, par exemple. Sur les opérations éligibles, c'est simplement l'ensemble du spectre concernant l'eau qui peut être éligible à nos financements, à savoir la production d'eau potable ou le traitement d'eau potable, tout ce qui concerne les eaux usées également, et les eaux pluviales. Donc l'ensemble du spectre qu'une collectivité pourrait mobiliser ces fonds. Merci beaucoup, Monsieur Pellardi. Je me tourne donc vers nos élus. Par galanterie, vous le permettrez, Madame Rousset, je vais vous interpeller la première, pour nous faire part peut-être de quelques retours d'expérience pour illustrer ce qui vient d'être dit. Quel type de financement, les types de financement auxquels vous faites appel et pour quel type de projet? Alors merci de me donner la parole. Merci à Vichy de nous recevoir ici. Et merci, chers collègues, d'être venus. Merci à toi, Thierry, de nous rejoindre sur l'amont du bassin. Monsieur le directeur, on est toujours très heureux quand vous êtes avec nous ici. Je tenais à vous le dire en préambule. Et puis, Christian, merci pour ton accueil. Les investissements qu'on a à faire sont un système de plans pour lesquels on travaille avec les collectivités, je dirais, communes, et pour lesquels les départements ont à charge de les accompagner en général dans le cadre de leurs travaux. Et l'Agence de l'eau est finalement le soutien financier prioritaire sur ces travaux-là. Donc tout cela est étroitement interdépendant et finalement dépendant et des priorités qu'on s'est fixées sur ce programme de 6 ans, mais priorités sur la question de la qualité d'eau ou sur la question de l'entretien des milieux et de la continuité écologique par exemple, mais aussi des priorités intrinsèques au territoire, c'est-à-dire de leur spécificité. Et c'est pour ça qu'on est très attentif à ces questions de amont ou de aval, parce qu'effectivement, les problématiques sur ces territoires ne sont pas les mêmes. Quand on parle de qualité d'eau, je pense qu'au niveau français, on a fait un très très gros effort. Et quand vous parliez d'exemples, on a fait un très gros effort au jour d'aujourd'hui sur les stations d'épuration, par exemple. Toutes les villes n'étaient pas très bien équipées, toutes les villes n'étaient pas très bien raccordées. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, un gros travail s'est fait. Et il a eu des effets sur la qualité d'eau, on le voit. Maintenant, juger de la qualité d'eau, c'est multifactoriel. Donc, ce n'est pas forcément visible sur l'indicateur général. Mais si on reprend les points point par point, on voit effectivement l'effet de ces travaux. Je pense que pour demain, on aura un nouvel enjeu puisque le préfet de région nous a réunis à Lyon pour nous alerter sur une stratégie régionale qu'il faudrait mettre en place et sur lesquelles il est ressorti assez clairement que sur Auvergne-Rhône-Alpes, et peut-être plus Rhône-Alpes que la partie Auvergne, on a quand même un enjeu sur l'imperméabilisation du sol important et sur lequel il faudra travailler demain. Donc effectivement, ces travaux-là feront partie aussi des travaux à réfléchir sur les autofinancements. Alors aussi bien, j'imagine, de limitation de l'artificialisation des sols que de
reperméabilisation, c'est pas le mot le plus facile de l'après-midi, de ce qui existe déjà. Autant de travaux effectivement auxquels vous avez consacré un certain nombre de financements dans les années à venir. Voilà. Mais je voulais simplement avertir mes collègues élus pour leur redire quand même que le plan de financement, bien pour le 11e programme, bien que fait pour 6 ans, a quand même des lignes budgétaires qui vont s'arrêter assez rapidement parce que normalement c'était des objectifs qui auraient dû être atteints et finalisés. Et par exemple, on aura des lignes qui normalement sont négociées sur 3 ans au jour d'aujourd'hui, qui traitent de la protection des périmètres d'eau potable, qui traitent de l'assainissement individuel. Donc vraiment, j'attire l'attention des uns et des autres de se rapprocher justement de leurs services pour faire le point s'il reste encore des opérations comme celle-ci à financer, parce que ça va s'arrêter. Et tout ça sera un petit peu chamboulé avec les élections communales forcément de ce printemps. Donc il faut que les équipes puissent se mettre en ordre de marche, je pense, dès maintenant, pour ne pas perdre de temps. Et assurer les transitions nécessaires sans Exactement. attendre les résultats des élections. Exactement. Merci beaucoup Madame Rousset pour cette illustration générale sur le territoire qui vous intéresse. Je vais proposer à Monsieur Fréchet, Daniel Fréchet, donc je vous présentais tout à l'heure à travers vos différentes casquettes, entre autres comme président du syndicat rouennaise de l'eau, vice-présidente de l'agglomération de Roanne, président de la Clé, président de l'établissement public Loire. Je vous laisse nous donner peut-être en 2 mots aussi l'illustration de ce qui se fait sur le terrain, sur un territoire comme le vôtre en matière d'investissement et avec quel type de financement. Oui, bonjour à tous. Pour compléter un peu ce que vient de dire Nathalie, c'est vrai que nos structures dépendent aujourd'hui presque essentiellement pour des subventions de l'Agence de l'eau. On a encore un petit peu quelques subventions avec le département de la Loire pour ce qui nous concerne. Enfin, pour donner un ordre d'idée, on a à peu près 2 millions par an d'aide sur l'ensemble du département. Donc vous voyez, alors c'est mieux que rien, les départements qui n'ont plus rien. Nous, on a encore 2 millions, mais c'est quand même très faible. Donc on dépend essentiellement de l'agence. Alors c'est vrai que le 11e programme nous a quand même bien serré le kiki, comme on dit. Hein. Alors que mes propos ne soient pas mal pris, hein, je suis moi-même membre du comité de bassin, administrateur de l'agence, et j'ai voté le 11e programme. Donc vous allez me dire, mais on a voté ce qui nous restait. Parce que c'est vrai qu'entre le fonds mordant, le financement de la biodiversité et la part que l'État a pris pour l'équilibre des comptes de notre pays, c'est vrai que ça a quand même fait un trou important. Donc on a essayé du mieux possible, et je remercie tous les collègues des efforts qui ont été faits, de répartir le peu d'argent qui nous restait pour toutes les compétences. Alors c'est vrai que je pense qu'il faut scinder le petit cycle et le grand cycle. Alors on a la chance, j'ai la chance dans mon syndicat d'avoir un syndicat du cycle de l'eau. Donc le petit cycle, le grand cycle, alors bien sûr on a des budgets annexes, mais on peut travailler sur l'ensemble du cycle de l'eau. Le petit cycle, on y arrive encore un petit peu parce qu'on a quand même les redevances assainissement, les redevances eau potable. On a un cycle, et d'ailleurs on reparlera tout à l'heure de ce qu'a dit M. Guiton sur la structuration, et là je pourrais vous en parler tout à l'heure parce que je pense que c'est primordial d'avoir des structures suffisamment fortes et importantes pour pouvoir justement faire des investissements et des travaux. On le voit sur les petites communes où ils sont pris à la gorge, où les travaux ne sont pas faits. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et c'est vrai que le grand cycle, c'est vraiment le parent pauvre. Donc là, on a vraiment besoin de l'agence. Alors heureusement, il y a des fonds. Et puis il y a les eaux pluviales. Les eaux pluviales, il n'y a pas de financement. Alors, il y a un moment, on a eu une taxe eaux pluviales, qui était pas si bête que ça pour une taxe. Elle était même assez intelligente. Nous, on était prêts à la mettre en place, on avait beaucoup travaillé, et puis du jour au lendemain, plus de taxe eaux pluviales. C'est dommage, parce que c'était vraiment une incitation à bien faire. C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'occupe pas des eaux pluviales, il payait beaucoup, pour peu qu'il fasse un puits, qui fasse des noues, qui traite ces eaux pluviales, il pouvait avoir des ristournes et moins payés. Donc je pense que ça, c'était vraiment intéressant. Donc les eaux pluviales est un gros sujet, surtout avec la compétence GEMAPI. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le législateur va falloir qu'il se positionne en disant où on met les eaux pluviales, surtout, et avec quel financement. Merci Monsieur Fréchet pour cette autre illustration. Je vais interroger Monsieur Chiteau qui
représente le conseil départemental dont vous êtes vice-président qui nous accueille aujourd'hui. Monsieur Fréchet, il y a un instant, nous disait qu'il restait encore quelques moyens disponibles dans son département de la Loire. Qu'en est-il dans l'Allier en termes de compétences et en termes de moyens, puisque peut-être pouvez-vous contribuer. Votre micro est ouvert, hein. Vous pouvez contribuer également. Vous allez nous dire peut-être de quelle façon. Monsieur Burlot, je ne vous oublie pas, mais je vous proposerai, en guise de transition avec le sujet qui suivra, de nous faire un peu l'état des lieux de ce que vous avez entendu et les points de vigilance qui vont nous occuper dans quelques minutes. Alors d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde, puisque je suis le local de l'étape et donc je représente le département qui reçoit aujourd'hui. Alors bien sûr, vous êtes ici à Vichy, ville d'eau, et une sorte d'îlot un peu différencié dans le département de l'Allier. Le reste du département est quand même à dominance rurale, avec beaucoup d'agriculture, et donc les problèmes que vous pouvez imaginer cette année avec la sécheresse qu'il y a eu, formidable, qui nous emmène à réfléchir plus loin dans nos programmes d'investissement départementaux, en association bien sûr avec l'Agence de l'eau. Alors pour le département de l'Allier, on fonctionne comme ça. On a un bureau départemental de la qualité de l'eau. Le directeur est au 3e rang, là, il nous écoute attentivement. Demain, si j'ai dit une bêtise, il va me le reprocher, mais c'est pas grave. Et donc, on a un budget annexe, et dans ce budget annexe, les aides départementales sont stratifiées pour ce qui est du fonctionnement du PDQE lui-même et de l'aide aux collectivités. Alors l'aide aux collectivités, on a toujours travaillé de concert avec l'Agence de l'eau. On a toujours eu des réunions de concertation pour essayer de voir comment on pouvait optimiser ces aides ensemble. C'est vrai que depuis le 11e programme, il y a une petite variation qui fait que l'Agence de l'eau a été obligée de réduire un petit peu la voilure et donc forcément de faire un petit peu le chemin toute seule, et en oubliant pas vraiment les opérationnels. Les opérationnels, ils sont là devant moi, ils n'oublient pas les partenaires, mais l'obligation d'aller plus vite, peut-être avec moins de concertation. On a compensé tout ça, on a quand même réussi à se concerter, on a quand même réussi à avancer, et on a établi des programmes d'aide complémentaires. Là où l'Agence de l'eau ne va plus, eh bien parfois le département y va et compense le départ de l'Agence de l'eau. Là où l'Agence de l'eau est présente, eh bien, c'est une concertation en disant voilà combien on peut faire. En gros, les aides départementales du département de l'Allier sur l'eau et l'assainissement vont de 30 à 70%. En général, c'est 70% pour les études, pour la protection, pour les données, et plutôt 30% pour ce qui est la production elle-même. Voilà. Donc, j'ai schématisé très très rapidement ce que l'on fait au département de l'Allier, et ça, on essaye d'être en continuité. Alors, effectivement, la mouvance territoriale fait que les ZDR notamment, eh bien, manifestement, d'après les derniers échos que j'ai, elles ne seront pas qu'en 2019, elles seront jusqu'en 2022. Donc du coup, les surfinancements de l'Agence de l'eau et peut-être les nôtres aussi, eh ben, il faudra peut-être les assumer. Et puis, on réfléchit aujourd'hui beaucoup dans le département de l'Allier sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, ce que je viens de décrire, ce sont les aides traditionnelles, ce qu'on fait tous autour de la table, ceux qui sont élus et actifs dans les départements, on a tous des aides traditionnelles. Mais aujourd'hui, il nous faut réfléchir sur ce cycle de l'eau et ce devenir de cette eau pour les prochaines crises que l'on va subir. Et donc, on commence déjà à imaginer des programmes de substitution, de récupération, etc., pour pouvoir favoriser ces choses-là et demain faire face plus vite aux situations d'urgence auxquelles on est obligé de faire face aujourd'hui d'une manière un peu dramatique. Merci beaucoup, Monsieur Chiteau. Je constate au passage que nous n'avons pas encore évoqué à ce stade ni le prix de l'eau, ni les contributions directes. Et j'imagine que nous serons amenés à un moment donné, et j'interrogerai peut-être Monsieur Ten là-dessus, en particulier pour nous dire ce qu'il pense de la composante prix de l'eau dans l'ensemble des dispositifs, des financements et des investissements. En transition, Monsieur Burlot, je vous le proposais il y a un instant, avec cette première partie qui est une sorte d'inventaire non exhaustif, hein, ça je l'ai bien compris, des différents dispositifs disponibles. On a bien compris les limites du 11e programme avec notamment une certaine restriction en termes de volume, mais surtout un certain nombre d'arbitrages qui ont dû être faits, j'imagine, sur votre territoire, sur votre bassin, avec peut-être parfois certains désengagements de l'agence sur certains sujets.
ça représente un certain nombre de limites pour certaines collectivités. Je vous laisse peut-être nous en parler en vous faisant peut-être l'avocat ou l'ambassadeur d'un certain nombre de situations particulières sur le terrain. Et ça ne vous empêche pas de nous faire part aussi au passage de ce qui va bien, si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais là, on passe dans une partie un petit peu plus critique, peut-être, pour ce qui peut concerner les freins, les limites et les moyens face aux ambitions, par exemple. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être à Vichy, monsieur le conseiller général. Vous dire que, bon, évidemment, on ne va pas refaire l'histoire du 11e programme avec le plafond mordant et toutes les réserves qu'on a pu émettre. Je constate quand même que tous les gouvernements qui se suivent les uns après les autres, et tous nos parlementaires, les uns après les autres, ont une vision un peu déformée de la problématique de l'eau, pensant que les agences de l'eau sont pleines d'argent et que là, il y a une manne financière à récupérer pour combler les déficits de l'État. Cette situation, elle est là et malheureusement, elle était partagée par tous les groupes politiques. Tous. Alors, il faut reconnaître que pendant 50 ans, les agences de l'eau ont bien vécu. Il faut aussi qu'on fasse le constat. Et on avait très peu l'habitude de dire non. On disait toujours oui puisqu'il y avait de l'argent. Et on terminait même certaines années avec des excédents. Et on a même, au moment où je vous parle... Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu même connaître, pas. non ? Ah bon. Même pas. Il y a des agences de l'eau aujourd'hui qui dégagent des excédents de plusieurs millions d'euros. Okay. En fin d'année, là. Ce qui n'est pas le cas de Loire-Bretagne. Qui est, entre parenthèses, l'agence la plus pauvre. 28% des territoires nationaux, 400 millions de redevances. Pour comparaison, Seine-Normandie, 18% du territoire national, 900 millions de redevances. Bon. Donc là, ça pose déjà une question un peu fondamentale. Qui paye les redevances et pourquoi faire ? Donc je n'ai pas envie de vous parler de tout ça parce que c'est derrière nous. Et comme satisfait, je vais quand même dire que j'apprécie beaucoup Emmanuelle Wargon. Elle a bien compris, avec Nicolas Hulot à l'époque d'ailleurs, la nécessité de préserver le système des agences parce que Bercy avait même imaginé de supprimer les agences en disant l'argent sera mieux géré directement avec les préfets. Donc ça, ils ont compris aussi que ce n'était pas possible. Bon, je ne vais pas vous parler de tout ça. Mais il faut aussi que nous, élus, on fasse notre propre autocritique sur le fonctionnement des agences et le rôle des comités de bassin et le rôle que nous, on doit jouer dans ces instances. J'ai quand même une pensée pour les agents des agences de l'eau qui, eux, malheureusement, sont toujours sous le coup des lois de finances successives et qui voient la masse salariale de ces établissements être réduite de plus en plus. Je rappelle que même si le département de l'Allier fait des efforts, il est bien l'un des rares aujourd'hui parce que les départements ne peuvent plus suivre puisqu'ils n'ont plus d'argent. Donc l'agence de l'eau est le seul financeur des politiques de l'eau aujourd'hui en France avec les territoires. Bon, voilà c'est la première chose. Alors, ce que je voudrais vous dire, on a eu à gérer le 11e programme. Daniel a dit, et Nathalie, les choses. Il a fallu faire des choix. On aurait souhaité faire autrement, mais à un moment donné, il faut bien trouver un compromis. Bon, et les territoires nous attendaient sur le financement. On a répondu. Mais j'ai envie de vous parler d'autre chose. J'ai envie de vous parler du réchauffement climatique. J'ai envie de vous dire qu'on aura 30% d'eau dans notre bassin Loire-Bretagne d'ici 2050. 30% d'eau en moins. Ben, oui. évidemment, Oui. en moins. Et qu'il va falloir gérer des tensions extrêmes sur la ressource. Depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est occupé du petit cycle et on a fait de la technique. On a fait du tuyau, on a fait de l'assainissement, on a fait ça. Ça, on sait faire. Mais considérant que la ressource était inépuisable. Et on est en train de se rendre compte que la ressource n'est plus inépuisable. Et qu'on va avoir des conflits d'usage majeurs sur la ressource. Et que la plus grande faiblesse de notre politique de l'eau jusqu'à présent, c'est d'avoir sans doute mésestimé le grand cycle de l'eau au profit du petit cycle. Alors il y a des bonnes nouvelles. La première, c'est de voir que la loi NOTRe est en train de révolutionner le champ institutionnel. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit cycle qui est géré par les territoires au plus près à une vraie prise de compétence par l'intercommunalité du petit cycle eau et assainissement qu'on va mettre en lien avec développement économique et aménagement du territoire. C'est essentiel. Moi, je suis breton. Le facteur limitant au développement économique de la Bretagne, c'est l'accès à l'eau. Celui qui n'a pas l'eau, il ne peut pas se développer.
Et le secteur le plus en difficulté aujourd'hui en Bretagne, c'est la métropole rennaise, qui doit son développement aux territoires ruraux voisins. Donc le lien entre petit cycle, développement économique, aménagement du territoire est essentiel. La deuxième chose, c'est la GEMAPI. Compétence GEMAPI, alors ce n'est pas un cadeau qu'on a fait aux collectivités, on est bien d'accord, mais au moins ça clarifie une compétence qui était jusqu'à présent un peu floue. Mais là où je veux en venir, c'est que les 400 millions de Loire-Bretagne, essentiels, puisque je vous ai dit que c'était le financeur, le système des redevances, l'eau paye l'eau, un système d'ailleurs en partie vrai, mais en tout cas qui permet ce financement, mais aujourd'hui il sera insuffisant. Il sera insuffisant si on veut s'occuper du grand cycle. Et ce que je voudrais vous dire, moi, c'est que si on veut répondre aux enjeux d'une bonne gestion quantitative des ressources, d'un partage de l'eau sur le bassin, parce que pour assurer la qualité et la quantité en aval, il faudra faire des efforts en amont. On le fait déjà, mais il faudra poursuivre, puisque sur le bassin, on a moins de 40% des masses d'eau conformes. On rappelle que la DCE nous a fixé des objectifs beaucoup plus ambitieux que ça. Donc le travail qu'on va devoir faire, il va être considérable. Et je remarque d'ailleurs que moins il y a d'eau, plus il y a de dégradation. Moins il y a d'eau, plus il y a de dégradation. Donc le phénomène va s'accentuer. Donc si on veut être à la hauteur de ces enjeux, du partage, de la solidarité, des objectifs européens et d'une bonne gestion, eh ben, il va falloir réinventer la fiscalité de l'eau. Et moi j'ai dit à Emmanuel Vargon tout récemment, monsieur le directeur était là, je vais prendre un exemple sur la communauté de communes que je connais bien, la mienne. On a une entreprise qui s'appelle Lidl, je ne fais pas de publicité, hein, qui va faire une base logistique, qui va consommer 20 hectares de terres agricoles, qui va faire un bâtiment sur ces 20 hectares de 5 hectares de bâti. La recette pour la collectivité qui reçoit ce bâtiment, qui est contraire à tout ce qu'on veut faire, hein, artificialisation des sols, préservation du foncier agricole, tout ce qu'il ne faut plus faire. Hein. Recette pour la collectivité qui reçoit 1,5 million d'euros par an. À côté de ça, j'ai des communes qui sont en tête de bassin versant, zone humide, tête de bassin, bocage, etc., qui vont protéger 40 à 50% de leur territoire pour une eau qu'ils ne vont pas utiliser et qui va faire le développement des territoires qui seront en aval. Ben, eux, ils ont leurs yeux pour pleurer. Là, des territoires qui seront gelés, où il n'y aura plus de fiscalité et aucune solidarité. Eh ben, ça ne pourra pas continuer comme ça. Et si on veut être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous, il faut qu'on fixe des règles sur le grand cycle de l'eau, entre les usages, le système des redevances. Et si on veut être solidaire, il faudra aussi, à un moment donné, que les territoires qui utilisent cette ressource en eau soient en capacité de rétribuer les territoires qui la protègent, etc. Et derrière ça, c'est la question essentielle de l'agriculture et des territoires ruraux. Essentiel. Moi, je suis dans une région où l'agriculture est très intensive. Et on a vu les limites entre développement de l'agriculture intensive et préservation de la qualité de l'eau. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est obligé d'arrêter. Parce que le modèle agriculture intensive, il ne peut plus fonctionner en Bretagne à cause de ces problèmes-là. Donc si on veut réinventer des systèmes, il faut aussi qu'on travaille sur les services rendus par les acteurs économiques à l'environnement. Mais encore une fois, il faut qu'on arrête d'encourager des pratiques contraires à la préservation du grand cycle d'eau. Merci Monsieur Burlot. L'entrée en matière était déjà faite, mais je dirais que là, maintenant, les pieds sont dans le plat, si vous permettez l'expression. Merci pour avoir partagé votre vision à moyen long terme. Monsieur Ten, je voudrais rappeler que vous êtes chef du département du cycle de l'eau, justement, à la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Je vous ai vu à plusieurs reprises hocher de la tête, mais sans pouvoir préciser si vous approuviez ou si vous faisiez état de quelques réserves par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Mais je vais vous proposer peut-être de réagir à ce stade au nom de vos adhérents, si je puis dire, à travers les différentes situations que vous connaissez par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, merci. Bonjour à tous également.
Oui, alors il y a des choses sur lesquelles que je partage à 150%, d'autres sur lesquelles je suis un tout petit peu plus dubitatif, mais c'est vrai que moi je ne suis pas élu et je ne suis pas politique, je suis là-dessus plus technicien. Et déjà la première chose, voilà, je disais, département cycle de l'eau à la fédération, c'est que précisément il y a eu un choix qui a été fait de ne plus, ou le moins possible, parler de petits et de grands cycles, en considérant qu'il y a une interdépendance forte entre l'ensemble de ces services liés à l'eau, et que le découpage n'était plus forcément très pertinent, surtout dans une période de changement climatique où les problématiques de qualité et les problématiques de rareté deviennent de plus en plus importantes. Ça correspond bien à ce que disait M. Burlot. Les enjeux sont en train de changer, enfin en tout cas ont changé, et il y a une prise en compte, il y a une prise de conscience. Absolument. La deuxième chose, c'est que je voudrais rappeler qu'effectivement, il y a besoin de revoir la fiscalité, et pas simplement la fiscalité, il y a besoin de revoir le financement de la politique de l'eau de manière générale. Et à ce propos, déjà de dire que l'agence de l'eau est les agences de l'eau sont les premiers à subventionner, mais enfin, le premier payeur, ça reste l'usager au sens large, l'usager, le citoyen, l'entreprise, qui paye une redevance de prélèvement pour financer l'agence de l'eau, qui finance les services, quels qu'ils soient. Et effectivement, là-dessus, il y a certainement un besoin de revenir au principe, y compris de la loi de 64, sur le principe pollueur-payeur, le principe préleveur-payeur, et pas forcément le principe de celui qui a un peu plus d'argent, ou là où l'argent est plus facile à prélever, on le prélève, et là où c'est plus difficile, on n'y va pas. Les chantiers, ils sont effectivement immenses. Ils sont immenses sur le secteur de l'eau, ils sont immenses parce que l'eau est finalement un fil conducteur ou un élément soit de contraintes, soit de facteurs nécessaires pour toutes les politiques publiques. Et les assises de l'eau ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est vrai. Très bon résultat, je pense, sur les diagnostics. Mais effectivement, en face de ça, il n'y a pas de nouveaux moyens financiers. Et le 11e programme, pour moi, c'est on découvre Saint-Pierre pour recouvrir Saint-Paul. Les besoins sont justement considérables. On a des outils, mais les collectivités ne peuvent que constater qu'ils ne sont pas à la hauteur. On a évidemment une facture d'eau, 12 milliards d'euros par an. On a mis en place une taxe GEMAPI, mais avec des contraintes qui rendent difficile sa mobilisation et difficile son utilisation. Alors pour les plus profanes d'entre nous dans la salle, je rappelle, la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Absolument. Qui est de la compétence aujourd'hui des communautés de communes, des EPCI. Qui est maintenant une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, et avec une mise en œuvre à l'échelle communautaire ou à l'échelle des pages de PTB ou de syndicats traditionnels. Daniel Fréchet a évoqué tout à l'heure la suppression de la taxe aux pluviales, qui pourtant était certes compliquée à mettre en œuvre, mais qui avait quand même une vertu, c'est-à-dire justement une vertu, principe pollueur-payeur, c'est-à-dire vous contribuez à hauteur des eaux que vous n'êtes pas capable de gérer chez vous, c'est-à-dire des eaux de ruissellement, des eaux pluviales que vous laissez s'écouler sur le domaine public ou chez les voisins. Donc une taxe sur l'imperméabilisation. Et les assises de l'eau, finalement, sont décevantes parce que sur tous ces chantiers-là, on est resté au pied du guet. C'est-à-dire que tout le monde a dit il faut des moyens supplémentaires, il faut appliquer le principe pollueur-payeur, il faut favoriser la désimperméabilisation, ou disons la lutte contre l'artificialisation, il faut financer, disons, ou faire contribuer les atteintes à la biodiversité, et là-dessus, il ne s'est rien passé du tout. Il faut quand même être clair là-dessus. Donc on a plein d'ambitions, et on n'a finalement pas tant de moyens supplémentaires que ça. Merci pour ces rappels, j'allais dire ce constat. En tout cas, c'est effectivement un constat général, et je pense qu'un certain nombre d'acteurs connaissant bien la problématique peuvent partager avec vous.
Monsieur Bertrand, je ne vous ai pas oublié non plus, mais je voudrais repasser par les élus, si vous le voulez bien, pour leur demander juste une petite phrase complémentaire, et je surveille le temps en même temps qui nous permettra de proposer au public présent de vous poser des questions directement. Je vous demande juste de réagir à ce stade, Madame Rousset, Monsieur Chiteau, Monsieur Fréchet, si vous le souhaitez, pour illustrer les difficultés que vous voyez arriver en face de vous face à ces constats qui ont été faits. Alors nous ne sommes pas là pour partager tous ces constats qui peuvent paraître négatifs et en tout cas pas très encourageants, pas très enthousiasmants, mais peut-être y a-t-il un certain nombre de situations en particulier que vous pensez pouvoir dépasser prochainement. Vous pouvez nous dire peut-être, Madame Rousset ou Monsieur Chiteau, vous aviez pris le micro. Madame Rousset, je vous laisse commencer. Comme vous nous aviez dit une phrase, moi je voulais vous dire une phrase. Puis Christian a d'autres choses à vous dire. Pour compléter les propos de Thierry, vraiment moi je crois et je tiens à la notion de service rendu à l'environnement, que ce soit pour la collectivité ou pour les activités qui existent encore sur cette collectivité. Parce que ça veut dire que les uns et les autres, ils font un effort. Et cet effort, ma foi, le reste de la collectivité doit leur le rendre. Mais à grande échelle, et c'est mondial au jour d'aujourd'hui, j'avoue que c'est un sujet sur lequel on ne sait pas faire. Si aujourd'hui on a des discussions compliquées avec le Brésil à propos de la forêt amazonienne, c'est la même question. Tous les États lui disent il faut que tu la laisses tranquille, ne fais rien chez toi, ne bouge pas. Mais qu'est-ce que nous on fait aussi pour permettre aux gens qui habitent dans ces populations-là de vivre? Et finalement, on a le même problème avec les questions de solidarité amont-aval et aval vers l'amont. Parce que l'activité, naturellement, s'est développée vers l'aval et on a concentré les zones. Et à l'amont, on leur dit débrouillez-vous, on veut que ce soit nickel chez vous, on veut que vous nous donniez de l'eau. Ça sera donc un autre sujet peut-être qu'on pourra aborder sur la question de la gestion des grandes réserves qu'on a sur notre secteur. Et débrouillez-vous. Mais nous, on se développe, on a notre économie, on veut juste que vous nous donniez de l'eau et en plus de qualité. Et ça, c'est un message qui forcément est très déséquilibré. Merci beaucoup Madame Rousset. Monsieur Chiteau, vous sembliez approuver. C'est-à-dire que j'avais un peu les mêmes réflexions. Tout à l'heure, monsieur disait pollueur-payeur. Oui. Moi, je dirais régulateur. Hein, c'est-à-dire que l'amont, effectivement, régule les cours d'eau pour que Saint-Nazaire, Nantes n'ait pas les pieds dans l'eau et va pouvoir se développer. Et donc, ce travail-là, effectivement, parce que à Nantes, il y a beaucoup de contribuables, à Saint-Nazaire aussi, il est peut-être compensé en partie, mais peut-être pas suffisamment pour l'amont. Cet amont doit être encouragé dans ses précautions qui font que à Nantes, on se retrouve avec 40 cm d'eau en moins, je crois. M. Fréchet nous confirmera les chiffres, par tous les efforts qui ont été faits à l'amont. Donc ce travail-là, il faut absolument le récompenser. Il faut le récompenser par quelque chose. Je ne sais pas, je ne suis pas un inventeur de taxes ou un inventeur de situations, mais il faut que cet amont soit encouragé dans ces attitudes-là. Et d'autre part, tout à l'heure, on parlait de l'élevage de Bretagne. Alors, la différence entre, par exemple, l'Allier et l'élevage de Bretagne, c'est que l'élevage de Bretagne a atteint le stade industriel et donc, comme toute industrie, il est capable de s'auto-réguler. On sait très bien, par exemple, que les élevages de porc en Bretagne, ils ont tous une station d'épuration et ils rendent derrière l'eau quasiment meilleure. Hein, et donc, ils y mettent des moyens. Par contre, dans l'Allier, c'est de l'élevage extensif dont la valeur ajoutée n'est pas du tout proportionnelle. Et donc, cet élevage-là, lui, souffre. Et quand on lui dit tu vas payer l'eau de plus en plus cher, quelle est la solution qu'il a? Je ne sais pas. Hein, je ne la connais pas. Donc, voilà, c'est cette régulation amont-aval où j'insiste un peu plus avec ma collègue. Merci, Monsieur Chiteau. Monsieur Fréchet. Moi, je voudrais parler de solidarité. Thierry l'a dit tout à l'heure, d'abord pour commencer, entre l'urbain et le rural. C'est vrai que l'eau qui arrive chez nous en ville, elle vient du rural. Et nous, sur le Rouennais, on a fait un test et ça fonctionne aujourd'hui, d'avoir des structures comme Rouennaise de l'eau qui couvrent l'ensemble du bassin versant et c'est du gagnant-gagnant. En effet, l'eau vient de la montagne. Ils avaient un prix de l'eau qui était très cher parce que peu d'abonnés, beaucoup d'inertes tuyaux, les qualités de l'eau moyennes parce que bien sûr pas de service. Aujourd'hui, toutes les petites communes sont dans Rouennaise de l'eau. Leur prix de l'eau a baissé de 30%. Ça, c'est de la solidarité et tout le monde y trouve son compte. Après, je dirais une solidarité nationale. Pour les causes nationales. La Bretagne, on l'a dit tout à l'heure, alors je vais peut-être faire sourire des personnes, mais c'est pas grave. La Bretagne, dans les années 70, je crois que c'est le général de Gaulle qui a décidé qu'elle serait le grenier de la France. Agriculture intensive, élevage intensif.
On a vu le résultat. Facteur de développement la important Bretagne à l'époque polluait. aussi pour la Bretagne. La Bretagne polluait. Pourquoi la Bretagne polluait? Pour nourrir, entre autres, les Parisiens. Et aujourd'hui, on demande au bassin Loire-Bretagne de réparer. Moi, je dis que nenni. Moi, je dis il faut qu'il y ait une solidarité nationale, une péréquation pour que l'ensemble du pays nous aide. Moi, j'ai un chiffre. Aujourd'hui, quand je récolte 100 de redevances d'agence de l'eau sur mon territoire, et pas sur une année, hein, j'ai fait ça sur 5 ans, hein, on en récupère 59 euros. 59%. C'est-à-dire qu'il y a 41% qui part. Alors, il part pas, il s'envole pas, hein, il part pour le... Mais moi, je veux dire, solidarité, oui, mais au bout d'un moment, c'est quand même... Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, c'est quand même nos administrés, nos industriels qui payent ces redevances. Et aujourd'hui, donc, on est obligé d'augmenter le prix de l'eau chez nous parce qu'on a moins, ça a été dit tout à l'heure, on a moins d'aide de l'agence. Donc, pour moi, c'est la double peine. Merci beaucoup pour ces remarques complémentaires. Monsieur Bertrand, comme promis, je vous propose de prendre la parole avant de nous tourner vers le public présent, puisque d'autres questions vous seront peut-être posées plus directement aux uns et aux autres selon des cas de figure particuliers. Monsieur Bertrand, je vous laisse nous rappeler l'objet, la vocation et la mission de la structure que vous dirigez, qui a même changé de nom récemment, sauf erreur, si je suis bien informé, ou qui est en train d'évoluer. Je vous laisse nous en dire 2 mots et nous faire part, en rebondissant sur ce que vous avez entendu aussi de vos messages. Plein de sources de rebondissement, effectivement. Alors, un petit mot introductif sur ce qu'est le pôle DREAM. Effectivement, c'est un acronyme imprononçable, mais qui dit finalement beaucoup de choses. Hein. Durabilité de la ressource en eau associée au milieu, ça signifie que notre activité se dédie à l'eau quand elle n'est pas que dans les tuyaux. Maintenant, notre nature. Nous sommes un pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité, c'est finalement ce qui fait le trait d'union entre ce que vous dites, ce que vous représentez autour de la table, et ce que nous voyons quand on sort de cette salle de conférence, c'est-à-dire des entreprises. Parce que quand on appelle de ses voeux des travaux, de la solidarité, de l'innovation, du développement économique, eh bien, il y a bien un moment où, de toute façon, il faut faire réaliser ces travaux. Donc derrière, il y a des entreprises. Et notre travail, nous, pôle de compétitivité, c'est de les aider à se développer dans ce domaine-là, en forçant le trait sur l'innovation, la collaboration, la créativité, qui, au passage, je vous le rappelle, avec l'esprit critique, seront les compétences clés citées par l'OCDE pour les 30 années à venir. Donc il y a du potentiel pour nous aussi là-dessus. Bien. Donc voilà ce que nous faisons. Nous, le pôle DREAM, nous sommes nés depuis 2010. Notre activité s'est établie en Centre-Val de Loire. Et comme tous les pôles de compétitivité, nous avons un territoire, nous avons un champ de compétences techniques. Donc on aide les entreprises à se développer sur le marché de l'eau, sur les métiers de l'eau, sur les thématiques de l'eau en général, petit et grand cycle, j'insiste là-dessus, dans l'objectif initialement prévu ou dédié au pôle de compète, d'augmenter la compétitivité française. Voilà. La nouveauté, c'est que la politique des pôles de compétitivité en France a pris une nouvelle étape avec le début de cette année, la 4e phase de la politique des pôles. Et pour répondre à cette 4e phase, nous avons fabriqué une fédération des 3 pôles de l'eau qui existent en France. Elle est effective, on l'a portée sur les fonds baptismaux il y a tout simplement 13 jours, le 12 septembre. Et cette boutique-là, qui vient en complément de ce que nous faisons, va nous aider à adresser des questions de financement, c'est-à-dire à identifier des financements supplémentaires pour identifier, définir, améliorer, créer des technologies qui vont rendre un service pour un coût moindre, parce que je sens bien que la pression est sur la ressource, aussi bien hydrique que financière. Donc l'innovation, c'est aussi de la frugalité. Et puis, derrière, aller chercher du financement supplémentaire, on sait aussi que le financement européen est quelque chose qui peut être mobilisé de plusieurs manières. Bien. Maintenant, les rebondissements, je ne vais pas en avoir beaucoup, mais je voulais juste revenir sur un petit cours de stratégie d'entreprise que j'ai eu il y a quelques années, où notre vénéré professeur nous avait dit « Votre obligation, mesdames, messieurs, quand vous sortirez de ce cycle de formation, ce n'est pas de détruire de la valeur, c'est de créer de la valeur. » Et quand aujourd'hui, effectivement, on serre les prix de partout, ça veut dire qu'on perd de la valeur. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut améliorer en qualité, en performance, un réseau d'eau ? C'est l'argent qu'on peut mettre dessus. Donc si on serre la facture, on serre les coûts, on serre les ressources, on étrangle cette capacité-là. Donc je vous alerte sur ce point-là, mesdames, messieurs. Je suis extrêmement ravi, moi, citoyen, de payer moins cher ma facture d'eau. Je constate juste au moment qu'il y a un petit peu d'argent qui pourrait partir à l'innovation pour rendre ce service
un petit peu meilleure quand on sait qu'on perd en moyenne 20% de fuite sur le réseau d'eau potable. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Et pour faire ce petit quelque chose, un peu d'argent est nécessaire. Voilà. Alors, si vous permettez, pour être tout à fait concret et peut-être porteur de solutions ou force de proposition en tout cas, je pense à tous les élus présents et peut-être ceux qui nous écoutent dans la salle, qui sont eux-mêmes, on le sait bien, tous les matins confrontés à des problèmes budgétaires, sans jeu de mots, tous les problèmes de vases communicants en termes de fiscalité que l'on peut observer à droite à gauche. Quelles sont les priorités? Quels sont les meilleurs retours sur investissement? Quelle peut être une vraie politique de financement de l'eau qui pourrait passer par le fameux prix de l'eau ou le financement à travers la collecte et la distribution et la collecte de redevances? Voilà, quelles sont vos propositions en la matière? J'en ai très peu à vous faire, honnêtement, parce que je n'ai pas votre niveau de compétences cumulées, ni votre niveau de pratique. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut dans tout cela identifier des ressources qui vont permettre de rendre cette économie globalement frugale. Si on dit moins d'eau, moins 30% en 2050 sur le bassin, bien, ça veut dire qu'il va falloir améliorer la performance de nos équipements et de nos réseaux. Je reviens à ce que je disais, trouvons l'argent pour améliorer cette chose-là. Ce n'est pas forcément des dépenses énormes. Oui. Un réseau d'eau, ça peut se nettoyer, ça peut, tout simplement, je vous donne un exemple, on se targue de bientôt rentrer dans le big data. On va vivre dans des volumes de données astronomiques. Parfait. À quoi ça va servir? Plutôt que de mettre des coups de pelle un petit peu partout pour refaire un réseau, en identifiant l'intelligence et les problématiques qu'on rencontre sur un réseau grâce à ces énormes volumes de données, on va se dire, manifestement, c'est plutôt ici qu'il va falloir faire le travail. Ça coûtera moins cher, mais ça coûtera quand même quelque chose. Cela rejoint, pour votre information, l'une des thématiques d'une table ronde précédente, en tout cas d'une conférence précédente. Mais j'ai retenu, et je parle sous le contrôle de M. Pichon de l'agence qui s'est exprimé sur ce sujet, que sans même parler de nouveaux investissements, si on parle simplement d'entretien des réseaux et de mise à niveau, ça représente déjà des sommes considérables. J'ai entendu parler de 600 millions d'euros par an, sauf erreur, sur le bassin. Ce sont quand même effectivement des chiffres encore qui sont assez astronomiques et qui peuvent donner parfois le vertige à nos élus. Comme promis, M. Ten voulait réagir là-dessus. Je vous vois douter de cette analyse. Je vous laisse prendre un micro. Et juste avant de nous tourner vers le public, parce que l'horloge tourne et vous avez peut-être encore quelques petites choses à compléter ou à travers vos réponses avec les questions qui vont suivre. Non, c'était aucun doute. C'était juste pour rappeler quand même que l'investissement des collectivités sur le seul service eau potable, assainissement et en partie eau pluviale quand il est dans les vieilles, ou dans les technologies tuyaux, j'allais dire les vieilles technologies, celles qu'on aimerait bien voir changer, c'est quand même en gros 6 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même pas une paille. Alors, et là où il y a un enjeu, c'est effectivement, il est vraisemblable qu'il va falloir augmenter les niveaux, mais il faut surtout optimiser, il faut gagner en efficience, il faut travailler notamment, j'ai dit tout à l'heure, et ça a été dit plusieurs fois, lier les différentes politiques publiques au niveau très local, au niveau régional et au niveau national, en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement, de biodiversité, d'adaptation au changement climatique. Et là-dessus, il y a clairement, outre des gains d'efficience qui peuvent être apportés par des technos, par toutes sortes de choses, il y a aussi des gains qui peuvent être apportés par une vision un peu plus, dirons-nous, mutualisée, plus de transversalité dans l'exercice de ces différentes politiques publiques et à tous les niveaux. Je pense que les collectivités, on a beaucoup à faire pour apprendre à faire travailler un service d'espace vert avec un service de voirie et un service d'eau pluviale et un service d'urbanisme, etc. Et dans les politiques publiques à l'échelle nationale, bien évidemment aussi, on ne peut pas courir tous les lièvres, on ne peut pas porter des politiques contradictoires, donc il y a déjà un besoin de cohérence, mais derrière, l'efficacité de la politique en termes d'atteindre des résultats et en termes d'efficience, c'est-à-dire combien on y met d'argent pour arriver à ce résultat-là, elle s'obtiendra aussi par l'acceptation et la compréhension de l'ensemble des interdépendances qu'il peut y avoir entre ces politiques publiques et le fait que l'eau est, alors pas sur tout, mais sur une bonne partie de ces politiques, l'eau c'est quand même le fil. C'est le chaînon qui permet d'avancer. Et si on reste avec du cloisonnement de ces différentes politiques publiques, ça va coûter cher et en plus on risque de... c'est même, pire que ça, c'est qu'en plus on risque de même pas atteindre les bons résultats.
Merci Monsieur Ten pour cette précision. Comme promis, voilà, je me tourne vers vous. Merci Madame pour votre question. Je vais vous proposer aux uns et aux autres, si vous intervenez, je vous demandais de bien vouloir vous présenter pour qu'on puisse vous situer et nous dire peut-être à qui s'adresse votre question. Oui, bonjour. Alors je suis Madame Ternoir. Je fais partie de l'association Parc National Zone Humide pour le Bourbonnais. Donc en fait, je vais reprendre un élément du discours de Monsieur Tin, sur lequel je vais apporter, disons, une précision. Le bien commun, l'eau, c'est un bien commun qui est reconnu par l'ONU, mais qui est aussi reconnu et qui a été discuté au moment de la Commission en Europe 2002. Donc ce bien commun ne doit pas être affecté au niveau financier. C'est pas le but, c'est de donner un sens. L'eau, c'est vital. Donc le sens, c'est la vie, le vivant, la biodiversité. À travers le projet de parc national zone humide en Bourbonnais, c'est un projet qui a été porté par le Grenelle. Ça veut dire que ça a été discuté par des multipartis. Ce projet du Grenelle de 2009 n'est toujours pas mis en place. Or, un projet de parc national permet un soutien dans les recherches. Vous parliez de recherche, de mise en œuvre de nouvelles technologies, mais pas que de mise en œuvre de nouvelles technologies. Il faut lier biodiversité et santé. Et quand on améliore l'eau, on améliore la santé. Donc là, vous aurez des financements parce que je crois qu'au niveau santé, on dépense beaucoup au niveau de la qualité de l'eau et la pollution de l'eau. Voilà, c'est mon point de vue. Merci Madame pour ce point de vue, justement, plutôt qu'une question, dirons une proposition, une suggestion. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce dossier en particulier, si vous vouliez ajouter quelque chose. Madame, on vous a bien entendu, en tout cas. Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres mains qui se seraient levées pendant cette première question? Voilà, Madame Sambla, que je laisse se présenter également. Oui, Laure Sambla, FNCCR. Moi, j'ai une question un peu de synthèse par rapport à vos propos, dont je vous remercie. En 2011, il y a eu un rapport au gouvernement qui a été piloté par Guillaume Sainteny, qui faisait état d'une fiscalité à l'échelle nationale qui contribuait à l'érosion de la biodiversité. J'écoute vos propos, on est toujours dans ce même schéma, sur une fiscalité finalement qui va dans le sens de ceux qui imperméabilisent, artificialisent, etc. Donc je me dis, il y a un problème de redistribution de la richesse, un problème de redistribution des recettes fiscales. Or, on a des dispositions aujourd'hui à l'échelle française de regroupement ou de découpage des territoires qui visent à répondre à cette solidarité territoriale et notamment financière. Où le bas blesse, au regard de tous les outils dont on dispose au niveau du découpage du territoire et cette absence de solidarité financière. Ce n'est pas une question polémique, mais c'est vraiment une question de fond. Merci pour cette question effectivement essentielle à ce stade de notre débat. Qui souhaite réagir? Monsieur Burlot, je vous laisse vous saisir du micro. Oui, mais moi je veux bien. Cette solidarité, elle est essentielle. Je veux juste corriger. La Bretagne a beau faire des efforts et elle est en train de sortir des contentieux européens sur l'eau. C'est difficile de produire pour 20 millions d'habitants quand on est 3 millions. Hein. Et c'est pas sans conséquence sur l'environnement. Et pour rejoindre M. Tin, c'est bien parce qu'on a déconné c'est bien parce qu'on n'a pas tenu compte des questions environnementales et qu'on s'est dit on va aller sur l'économie parce qu'on était une région sinistrée, sans s'occuper de ces questions-là, qu'on est rattrapé. Donc il faut faire très attention aujourd'hui parce qu'on sait ce qui va se passer dans 30 ans, dans 40 ans. C'est qu'on aura 30% d'eau de moins. Donc il va falloir gérer nos territoires différemment et être beaucoup plus solidaires les uns les autres. Alors, moi j'entends bien ce que dit Daniel. Quand on a des grands espaces autour d'une métropole ou d'une ville où on est capable de tendre la main aux voisins pour faire une péréquation du prix de l'eau, une harmonisation du prix de l'eau et une vraie ambition politique autour d'un sujet. C'est super. En plus, c'est super si on est dans le même bassin hydrographique. Mais le problème, c'est que souvent, les métropoles ne sont pas sur les bassins hydrographiques dans lesquels ils puisent l'eau. Et ça, c'est la difficulté. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des inégalités fiscales entre la manière dont les DGF, dotation globale de fonctionnement, sont attribuées aux communes. Ben, plus vous artificialisez jusqu'à présent, plus vous avez d'argent. Et le critère protection de l'environnement n'intègre absolument pas la DGF. Donc ça serait déjà un premier critère de dire intégrer dans vos calculs de DGF pour les communes
sans toucher en faisant une péréquation nationale. Hein. Au moins une conditionnalité, en quelque sorte. Oui, ou sans toucher à dire que la préservation de la biodiversité, la préservation des zones humides, ça a une valeur d'utilité publique. Donc on encourage les territoires qui le font. Je précise quand même, parce qu'on dit beaucoup, on dit beaucoup de mal. Non, on n'a pas dit du mal des agences de l'eau, et on serait très mal passé pour le faire. Parce que c'est quand même, les agences de l'eau, c'est le seul outil qui existe aujourd'hui en France qui fait de la péréquation financière. C'est le seul. Entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Alors, sur une partie du prix de l'eau, on est bien d'accord. Mais ça pose aussi la question des territoires, de nos modes de vie et de consommation. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. On a laissé penser que la question alimentaire était derrière nous. Mais elle est devant nous. Si on veut des produits de qualité, si on veut de la traçabilité, si on veut de la sécurité alimentaire, si on veut plus de pesticides dans nos aliments, et j'en passe, il va peut-être falloir payer à son juste prix l'alimentation et la vie des territoires ruraux. Et c'est ça qui, finalement, qui est... Vous avez parlé de santé publique tout à l'heure. Ce sont les mêmes sujets. Vous avez parlé de préservation de la biodiversité qui est en train de s'effondrer aussi aujourd'hui dans nos territoires. Et on a beau avoir créé l'Agence française de la biodiversité, créé des agences régionales de la biodiversité, ce qu'on a oublié, c'est qui va payer. Parce que là aussi, il n'y a aucun moyen dédié. Donc il va falloir, si on veut être à la hauteur des accords de Paris, j'ai bien écouté le président Macron hier, et je dois vous avouer que sur le discours à New York, j'ai rien à dire. Je trouve que le discours a été excellent. Mais maintenant, il va falloir passer aux actes. Hein. Passer aux actes, c'est ce que vous avez dit. C'est être beaucoup plus intégrateur dans nos politiques publiques. C'est d'arrêter de penser que l'eau est inépuisable. L'eau est un bien commun qu'il va falloir gérer collectivement et qui doit intégrer l'ensemble de nos politiques publiques. L'ensemble de nos politiques publiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il va falloir réinventer, et je suis d'accord avec vous, madame, la fiscalité locale et les solidarités. Alors, on dit amont-aval parce que, voilà, c'est comme ça, mais parce que ça a du sens. Mais, en tout cas, il y a, au moment, vous voyez, où il y a ce film sur l'agriculture qui sort, aujourd'hui même, je crois, hein, où les paysans vivent des moments extrêmement difficiles, où des tensions se créent même. Hein. Vous avez vu, autour de ces questions-là, je pense qu'il est nécessaire qu'on retrouve du sens commun, de l'envie collective, et qu'on fasse confiance aux territoires, sous réserve qu'on les mette en capacité de s'assembler. De s'assembler. Merci, Monsieur Burlot, pour ces propositions complémentaires suite à vos premières suggestions. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres mains qui s'étaient levées entre-temps? Merci, monsieur. Ça nous laisse le temps encore pour une ou deux questions. Si vous le voulez bien, je viens de surveiller la montre et ça me permettra de proposer à nos invités, éventuellement, pour un mot de la fin, d'ajouter quelque chose à leurs propos précédents. Oui, Thierry Vignal. Merci de nous dire qui vous représentez éventuellement. Société qui traite les eaux. Très bien. Aujourd'hui, vous parlez de 30%, mais ce chiffre, 30%, ça m'a fait tilt tout à l'heure. 30%, c'est la consommation des toilettes. Et 30% en moins qu'on pourrait recycler. Ça fait 30% de moins qu'on puiserait dans nos nappes, etc. Aujourd'hui, la France réutilise moins de 1% de ses eaux usées. Israël, 80%. Aujourd'hui, nous, on se développe à l'étranger et on est quasiment interdit de se développer en France. C'est quand même malheureux. Aujourd'hui, pour traiter des eaux grises, pour mettre dans les toilettes... Pour quelles raisons? Pour des raisons réglementaires? Réglementaires. Aujourd'hui, pour mettre des eaux grises dans les toilettes, c'est très difficile. Voire pour les particuliers, c'est autorisé, mais pour les collectivités, il faut monter des gros dossiers et ça n'incite pas les gens qui voudraient le faire de le faire. Voilà. Donc déjà, 30%, c'est un beau chiffre, mais c'est facile on peut résorber ce chiffre. À commencer par, j'ai cru comprendre que ça a commencé à arriver chez nous. Et pour le coup, c'est parti entre autres d'un pays comme le Brésil, le fameux pipi dans les toilettes, paraît-il, qui sera très à la mode dans les années à venir. Monsieur Guton, vous voulez réagir à cela? C'est bien, parce qu'avec le domaine de l'eau, on traite de toutes les questions. Dans la douche, pardon, oui, vous m'aviez compris. Non, petite remarque quand même, c'est que, alors j'ai pas les chiffres précis sur la Loire, mais on me disait que 1 litre d'eau dans le Rhin, il est utilisé quand même 7 fois entre les sources du Rhin, et
et l'estuaire du Rhin. Donc en réalité, la réutilisation d'eau usée, on en fait en permanence parce que quand on rejette de l'eau usée dans la Loire à Roanne, et ben elle est réutilisée en eau potable un peu plus bas et le cycle il recommence plusieurs fois sur le fleuve. Donc la réutilisation d'eau usée, en réalité, on en fait. Et moi, je réinsiste là-dessus parce que c'est un peu un des sujets de débat dans notre agence. Évidemment, les rejets de stations d'épuration soutiennent également l'étiage des cours d'eau. Et s'il n'y avait pas de rejet de stations d'épuration, je pense que cette année, il y aurait beaucoup de cours d'eau qui seraient complètement à sec. Alors peut-être qu'on ferait de la réutilisation d'eau usée et on aurait des scores meilleurs au plan national, mais pour autant, on n'aurait plus d'eau dans les cours d'eau. Et moi, je ne suis pas sûr que le modèle israélien soit celui qu'on souhaite développer au plan national. On n'est pas du tout dans la situation d'Israël et il suffit d'aller voir le Jourdain pour voir dans quel état il est. Alors, pour autant, on a des projets sur le bassin Loire-Bretagne. J'ai cité le Jourdain, mais il se trouve qu'il y a un projet en Vendée qui s'appelle Jourdain, hein, et qui est un travail intéressant parce que là où on rejette de l'eau usée au Sable d'Olonne, cette eau, on pourrait la remonter après un traitement complémentaire dans une réserve d'eau potable gérée par Vendéo, de façon à pouvoir reconstituer un stock d'eau potable. Donc voilà un projet qu'on va accompagner, qu'on accompagne déjà sur le bassin Loire-Bretagne. Et puis, comme avec certains d'entre vous ici, nous avons participé aux assises de l'eau. Clairement, le ministère de la Transition écologique en a fait un des objectifs des assises de l'eau. Emmanuel Vargon l'a rappelé. Il se trouve qu'on avait une rencontre des directeurs généraux d'agences avec elle lundi dernier. Elle a rappelé l'objectif de multiplication par 3. Alors, comme c'était dit tout à l'heure, 3 fois pas beaucoup, ça ne va pas faire beaucoup. Mais enfin, il faut bien commencer quand même et lancer. En tout cas, il y a un signe politique fort dans les assises de l'eau pour multiplier la réutilisation des eaux dites conventionnelles. Et clairement, dans le bassin Loire-Bretagne, on va également lancer un appel à projet. Ça va être lancé sans doute début du mois de novembre. On espère d'ailleurs que ça sera Emmanuel Vargon, que ça puisse être Emmanuel Vargon qui viendra lancer ces appels à projets dans le bassin Loire-Bretagne. On va lancer un appel à projet sur l'adaptation au changement climatique. Et dans cet appel à projet, il y aura des éléments sur la réutilisation d'eau usée. Donc on sera preneur de projets dans le bassin pour pouvoir les accompagner et donner, pour le coup, mettre sous forme d'acte l'engagement politique qui a été pris dans les assises de l'eau. Merci M. Guton. Je voudrais profiter que vous ayez le micro encore un instant, si vous le voulez bien, pour notre gouverne et pour être tout à fait complet par rapport à notre sujet du financement de la politique de l'eau. On a évoqué les financements, le subventionnement d'investissement, etc., de la part de l'agence. Quelles sont en 2 mots les autres contributions possibles de l'agence, puisqu'il n'y a pas que de l'argent sonnant et trébuchant, il y a aussi des contributions sous forme de prestations de services ou d'appui. Les métiers de l'agence de l'eau, ils sont effectivement multiples. Il est vrai que quelquefois, et c'est l'objet de la table ronde, donc on parle de financement, mais les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État qui sont là aussi pour surveiller la qualité de l'eau. Donc c'est quand même un métier essentiel. On parlait tout à l'heure de big data, mais on produit de la donnée qui ensuite est mise à disposition de l'ensemble des acteurs et qui permet aussi de rendre compte aux autorités nationales et communautaires du travail qu'on peut faire sur les territoires. Donc ça, c'est un volet essentiel de rapportage. L'agence de l'eau, avec les services de l'État, elle travaille aussi sur la stratégie. Donc on est en capacité, vous avez pu rencontrer quelques experts de l'agence de l'eau dans des tables rondes. On a aussi des capacités d'expertise et on est là aussi pour éclairer ou accompagner les territoires. 300 personnes pour l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, 28% du territoire national. C'est pas beaucoup, mais ils sont toujours prêts à répondre aux sollicitations avec la délégation territoriale en proximité. Et puis surtout, ce qu'on essaye de faire, on parle d'argent pour investir, mais comme ça a été dit tout à l'heure en termes de gestion patrimoniale, de maîtrise, de connaissance des réseaux, d'instruments de mesure, parce qu'en effet, avant d'agir, encore faut-il connaître le patrimoine dont on dispose, les besoins d'investissement qui peuvent exister, là où il y a des fuites, là où il faut investir. Quand on a moins d'argent, il faut savoir le mettre au bon endroit. Et l'agence de l'eau peut accompagner sur l'ensemble de ces sujets-là.
Merci beaucoup, Monsieur Guton. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez dans quelques minutes participer à l'inauguration officielle de ce cyclo 2019 à Vichy. Mais il nous reste 2 minutes pour vous proposer une dernière question. Madame, si vous le permettez, juste je vérifie prioritairement s'il n'y avait pas d'autres mains levées. Je vous laisse donc vous exprimer une dernière fois, mais très rapidement, vous l'aurez compris, puisque nous allons passer à la conclusion. Merci. Oui, je tiens quand même à remercier les agences de l'eau parce que je pense effectivement qu'elles font un travail quand même très intéressant. Je suis d'accord avec vous que vous n'avez pas effectivement financièrement peut-être des moyens. Je regrette que certaines disponibilités ne soient pas mises en place. Vous avez été effectivement fondu dans un mélange, les parcs nationaux ont été fondus d'ailleurs dans la AFB. Je souhaite effectivement, vous dire que le traitement de l'eau bien fait est confronté à beaucoup de choses comme les nanoparticules, la radioactivité, qui a un peu de difficulté à être analysée. Et par contre, les zones humides, je tiens quand même à maintenir qu'elles permettent de capter 30% du CO2 contenu dans l'air, que 85% des zones humides ont disparu et qu'un premier travail, ça serait de restaurer les zones humides qui ont un travail très important à faire au niveau de l'acidification des eaux. Parce qu'en fait, les eaux humides, quand elles captent le CO2 contenu dans l'air, elles maintiennent aussi une acidification des eaux. Et donc, ça serait peut-être une réflexion à mener et voir effectivement comment vous pouvez obtenir les aides suffisantes pour maintenir vos activités. Merci beaucoup, madame, pour vos propositions militantes, mais tout à fait pertinentes. Monsieur Guton va peut-être pouvoir vous éclairer sur cette question. En 2 mots, on parle évidemment ici plutôt du petit cycle de l'eau, même si j'ai le plaisir de voir que beaucoup d'élus ici sont complètement emparés de l'ensemble du cycle de l'eau. Et l'exemple de la Rouennaise des eaux est extrêmement intéressant, puisqu'on ne raisonne plus petit cycle et grand cycle. Et donc, évidemment, la question des eaux humides, elle est essentielle. Et les agences de l'eau, depuis déjà longtemps, ça fait 20 ans que les agences de l'eau interviennent de façon très importante sur la question à la fois de l'acquisition, de la restauration, de la préservation des eaux humides. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit là. Les zones humides jouent un rôle absolument essentiel dans le cycle de l'eau. Oui, on a perdu énormément de zones humides, donc il faut les restaurer, les rétablir, en recréer vraisemblablement. Et on le voit bien cette année avec la période de sécheresse qu'on a connue. Toutes ces zones humides qu'on a perdues, elles ne restituent plus cette eau qu'on aurait pu avoir un peu plus longtemps dans nos cours d'eau, même si on est face à un phénomène exceptionnel qui fait qu'on n'aurait sans doute pas évité les étiages. Mais au moins atténuer. Mais en tout cas, ça aurait participé à atténuer le phénomène de sécheresse qu'on connaît aujourd'hui. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute sur la priorité qui est accordée à ce sujet au niveau national et dans chaque bassin métropolitain. Sur la conscience que vous avez de l'importance des zones humides. Madame Rousset, je vous en prie. Si vous me permettez, je voulais compléter madame en vous disant qu'effectivement, le sujet zone humide était le deuxième sujet en fait qui est sorti lors des travaux qu'on a pu avoir en région avec le préfet de région. Avec des idées intéressantes. Alors à ce stade-là, c'était des notions d'idées, mais justement de pouvoir peut-être voir si elles ne pouvaient pas être classées patrimoine, comme on fait du patrimoine historique ou des choses comme ça. Donc il y a des idées, il y a des questions qui se posent effectivement sur les zones humides. Après, Monsieur Guton, je vous casse un mythe, je sors d'un colloque qui mettait en avant qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus très sûr que les zones humides ont vraiment une action de restitution. Mais en tout cas, on sait qu'elles sont importantes. Donc voilà, je vous casse le mythe. En tout cas, au moins dans leur effet tampon, si je ne m'abuse, il y a un certain nombre de services rendus par les zones humides, au-delà de la biodiversité, entre autres. Voilà. Juste pour terminer, une petite note positive dans tous ces débats. Je vais rappeler à l'Agence de l'eau en positivité qu'il n'y a pas que l'argent de l'Agence de l'eau qui sert à investir. Il y a aussi l'argent de l'Agence de l'eau qui permet au département de fabriquer sa politique. Nous, par exemple, qui bossons avec l'Agence de l'eau, nous avons des équivalents temps plein qui sont embauchés parce que l'Agence de l'eau nous les finance. S'il n'y avait pas l'Agence de l'eau, on ne pourrait pas exercer notre politique de l'eau. Donc ça, c'est déjà le premier travail de solidarité. On a tellement dit de choses un peu négatives que de temps en temps, il faut quand même rajouter ce qui est positif. Et c'est un vrai débat que cette question de l'eau.
Cette question de l'eau, on est tous sur le pont, on est tous en train de chercher des solutions pour essayer de s'en sortir. Et je crois que les crises comme celle qu'on a vécue cette année, c'est-à-dire cette sécheresse, a révélé des problèmes qui, sinon, seraient mis au deuxième degré, c'est-à-dire qu'on en parlerait plus tard. Voilà, hein. Et là, depuis cette année, on se rend compte qu'il faut agir plus vite, plus longtemps et à plus long terme. Et c'est pour ça qu'on parle d'amont et d'aval. Parce que l'amont, on n'a pas de moyens, l'aval un peu plus. Je sais bien qu'on ne peut pas. Alors vous dites, on va économiser l'eau. Oui, on économise l'eau. Sauf si on économise l'eau, il y a moins de taxes. Hein, on consomme moins d'eau. Et donc, c'est le cercle vicieux. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour s'en sortir. Et là, c'est plus à notre niveau élu local, c'est au niveau d'un débat national ou un débat de bassin. Merci Monsieur Chiteau pour cette précision, puis merci d'avoir rappelé, illustré cette forme de symbiose qui existe entre le département et l'agence. Voilà, j'ai bien compris que cette collaboration fonctionnait bien. Monsieur Burlot, je ne sais pas si je pourrais parler de synthèse ou de conclusion, mais je vais quand même vous proposer le mot de la fin. Vous nous avez déjà donné à partager de nombreuses réflexions. Peut-être voulez-vous ajouter quelque chose pour boucler la boucle en quelque sorte ou en point d'orgue de nos discussions, parce que j'ai bien compris également que tout n'était pas résolu demain, mais vous nous avez donné un certain nombre de pistes et vous nous avez donné à réfléchir encore. Oui, moi, je voudrais dire quand même que la politique de l'eau en France et les 2 milliards d'euros annuels, c'est la seule politique publique que je connaisse qui est capable d'avoir une lisibilité à 6 ans. Alors, elle est peut-être insuffisante, mais il n'y a pas un autre secteur d'intervention publique qui bénéficie d'une telle visibilité. Ah, il n'y en a pas. Donc on peut se plaindre, il n'empêche que ça fonctionne. Et on l'a sauvé. On l'a dit, c'est un système qui fait de la péréquation. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Comme l'a dit Christian, les sujets sont devant nous. Parce qu'on a vécu une canicule, mais on va les vivre à répétition. Donc le sujet est devant nous. On est tous en train de comprendre que l'eau est finalement ce bien commun à tous. Et bien ça peut être un très beau sujet de réconciliation nationale. Voire européen, voire international. Comme vous y allez. Non mais, quand vous pensez que la plus grande cause des migrations dans le monde demain, c'est l'accès à l'eau. Alors on parle des migrations aujourd'hui qu'on vit là. Mais attendez, c'est rien. En 2050, c'est 150 millions de migrants sur les routes parce qu'il y aura tout simplement plus d'eau dans leur territoire. Et ces gens-là, ils viendront chez nous parce qu'on aura encore de la chance. Donc, sachons au mieux la gérer. Je pense qu'on a bien compris ce bien commun. Et moi, je suis plutôt de nature optimiste. Donc, je me dis que ça peut être aussi, encore une fois, un beau sujet de réconciliation, mais aussi d'ambition collective. Merci beaucoup, Monsieur Burlot, pour ce mot de la fin. Je vous propose d'applaudir collectivement nos invités, nos participants, en vous remerciant personnellement et très sincèrement pour la qualité de vos interventions qui ont été concises, ramassées, mais très pédagogiques et, je pense, dans l'intérêt du plus grand nombre parmi les invités présents parmi nous aujourd'hui. Merci à vous aussi pour votre présence, pour votre participation, pour vos contributions. Et je vous souhaite une bonne continuation de cette journée, mais aussi demain qui continue, comme vous le savez, ici sur ce salon, avec d'autres conférences demain matin pour ceux que cela intéresse et que j'aurai le plaisir d'animer. Merci à toutes et à tous.